15 millions de bananiers promis dans l'un des sols les plus arides du Sahel, le paradoxe a frappé comme un choc silencieux autour d'Ibrahim Traoré. Pendant que les experts étrangers ironisent dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, l'annonce déclenche un frisson mêlé d'incrédulité et d'espoir têtu. Que signifie vraiment un tel pari agricole pour celles et ceux qui vivent, jour après jour, la sécheresse, la faim et l'humiliation d'une dépendance imposée de l'extérieur? Et si cette promesse de bananier, si improbable ici, devenait malgré tout la première fissure dans le mur de la fatalité? L'annonce de ce projet démesuré a fait naître une promesse qui dépasse largement la simple idée de planter des arbres, celle de rendre au Burkina Faso une part de souveraineté perdue. Pour les familles qui traversent chaque année la saison sèche avec la peur du manque, cette perspective porte un bénéfice clair, une chance réelle d'alléger la dépendance alimentaire en réorientant leur quotidien vers un modèle plus stable et maîtrisable. Mais cette promesse arrive avec des enjeux immenses. Le Sahel reste l'une des régions les plus imprévisibles du continent et chaque bananier planté devient un test direct face aux caprices du climat, à l'accès limité à l'eau et à la fragilité des infrastructures. De plus, l'idée lancée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans un moment où le pays se retrouve scruté par des observateurs sceptiques, prêts à interpréter le moindre revers comme une preuve d'imprudence. Et pourtant, une question traverse déjà les conversations dans les villages et les marchés. Et si ce pari impossible n'était pas seulement une plantation, mais l'ouverture d'un chemin que personne n'avait osé tracer jusqu'ici? Les premières observations recueillies dans les zones pilotes ont révélé un fait inattendu. Malgré des pertes initiales massives, près de 20% des jeunes bananiers ont résisté aux premières semaines de chaleur extrême. Et, selon les agronomes mobilisés autour du projet, ce taux aurait même atteint 60% dans les parcelles où les systèmes d'irrigation solaire expérimentaux ont été testés, un résultat qui a surpris autant les sceptiques que les soutiens d'Ibrahim Traoré. Ce double constat, mêlant fragilité et résilience, a changé la nature du débat. Jusque-là, le Sahel apparaissait comme une terre condamnée à subir les sécheresses répétées, l'avancée du désert et la dépendance alimentaire chronique. Désormais, certains commencent à y voir un espace où l'innovation peut déjouer les certitudes. Car si quelques plants survivent là où rien ne pousse, que signifierait alors la survie de milliers d'autres dans les mois à venir? Pour comprendre ce que représente réellement ce pari, il faut remonter au contexte dans lequel il est né. Le Burkina Faso traverse depuis des années une crise profonde. Insécurité, épuisement des sols, déplacements internes et recul des rendements agricoles ont aggravé la vulnérabilité des habitants. Dans de nombreux villages, une simple pluie suffisante est devenue un événement rare, presque célébré. Les familles, habituées à compter sur les aides internationales, se sont retrouvées prises dans un cycle d'attente, oscillant entre résignation et lassitude. C'est dans ce paysage où chaque ressource se dispute et où chaque saison peut décider du destin d'une communauté qu'Ibrahim Traoré a lancé un projet jugé impossible par une grande partie du monde. L'annonce a été accueillie d'abord comme un acte de bravoure symbolique, puis comme une provocation contre l'ordre établi. Planter des bananiers dans un désert, c'était défier non seulement les lois du climat, mais aussi les narratifs internationaux sur ce que l'Afrique peut ou ne peut pas accomplir. Et pourtant, au fil des semaines, une dynamique inattendue a émergé. Dans les marchés, dans les écoles et même dans les postes administratifs, on évoque ces premiers plans survivants comme une preuve minuscule mais réelle qu'un autre avenir n'est peut-être pas hors de portée. Dans les semaines qui ont suivi les premières plantations, une figure inattendue s'est imposée comme guide collectif. Non pas un expert agricole ou un technicien venu de l'étranger, mais un ensemble de communautés rurales qui ont décidé d'agir avant d'attendre des directives centralisées.
Leur rôle a façonné l'identité réelle du projet lancé par Ibrahim Traoré, transformant une annonce présidentielle en mouvement social spontané. Le premier exemple marquant vient d'un village en périphérie de Bobo Dioulasso, où une trentaine de femmes ont créé en urgence un petit groupe de culture expérimentale. Elles ont construit des fossés pour retenir l'humidité nocturne, puis ont testé 3 méthodes d'ombrage improvisé avec des tissus recyclés. 2 semaines plus tard, 4 jeunes bananiers avaient survécu, devenant pour elles des preuves tangibles que l'échec n'était pas inévitable. Plus au nord, un groupe de jeunes volontaires a monté une brigade de surveillance contre les vents de sable. Ils ont dressé de petites barrières rudimentaires faites de branches et de filets usés. Sur 10 plans testés, 3 ont résisté aux bourrasques. Un résultat modeste mais suffisant pour convaincre d'autres villages de reproduire l'expérience. Ces micro-succès ont eu un effet psychologique immédiat. Les familles, autrefois résignées à l'incertitude climatique, ont retrouvé un sens d'utilité et de participation directe. Même dans les zones les plus arides, certains habitants affirment qu'ils n'avaient pas ressenti une telle mobilisation depuis des années. Cette énergie collective n'efface pas les défis, mais elle pose une question déterminante. Si de simples initiatives locales peuvent créer des foyers de survie agricole, jusqu'où pourrait aller un pays entier mobilisé autour d'un même objectif? L'enchaînement des événements a débuté brutalement, presque comme une déflagration silencieuse dans le quotidien des habitants du Burkina Faso. L'annonce initiale, 15 millions de bananiers dans le Sahel, a été reçue comme un défi lancé au désert lui-même, et la mobilisation s'est enclenchée sans délai autour de la vision défendue par Ibrahim Traoré. Les premiers jours ont été marqués par une agitation fébrile dans les villes, des camions déchargeant les semences, des groupes de jeunes se rassemblant pour creuser des fosses, des femmes organisant la distribution des outils. Tout s'est accéléré, puis la réalité du climat s'est imposée. Les vents secs ont frappé les premières plantations. Les sols, déjà éprouvés par des années de sécheresse, ont bu l'eau trop rapidement. Certains plants n'ont pas tenu 2 semaines. Les images de bananiers flétris ont circulé et la critique internationale s'est enflammée. Des analystes étrangers ont dénoncé un projet chimérique, accusant le pays de gaspiller ses forces. Les commentaires moqueurs se sont multipliés, comme si la défaite était déjà écrite. Mais sur le terrain, un mouvement contraire a émergé. Les villages ont refusé d'abandonner. À Ouagadougou, des enseignants ont ajouté quelques heures d'agriculture au cours. À Bobo-Dioulasso, des coopératives féminines ont testé des méthodes d'irrigation goutte à goutte rudimentaires. Dans le nord, les brigades de jeunes ont renforcé les barrières anti-sable. Chaque geste semblait minuscule, mais tous participaient d'un même élan. La première rupture est survenue 3 semaines plus tard, lorsque des agronomes locaux ont annoncé un taux de survie de 20%. Faible, certes, mais inattendu dans une zone réputée impropre à ce type de culture. La nouvelle s'est répandue rapidement, créant un regain d'espoir. Certains observateurs internationaux ont admis du bout des lèvres qu'une adaptation graduelle pourrait être envisageable. Un mois après, la dynamique a changé. Des, sy- des systèmes d'irrigation solaire ont été installés dans plusieurs zones test. Résultat, jusqu'à 60% de survie dans certains champs. Les familles ont commencé à comprendre que ce projet n'était pas seulement un pari industriel ou agricole, mais une démonstration de résilience collective. Les marchés locaux ont vu arriver les premières fausses bananes transformées en farine ou en chips, produits par les coopératives féminines. Une circulation économique inattendue s'est mise en place. Et pourtant, les difficultés ne faiblissaient pas. Le Sahel continuait de frapper. Les vagues de chaleur ont anéanti certaines parcelles entières. Des critiques internes ont ressurgi, accusant le projet d'être trop coûteux. Les villes du sud, moins touchées par la sécheresse, ont demandé des clarifications.
À chaque revers, la tension montait. C'est alors qu'un événement symbolique a marqué un tournant. Lors d'une visite dans un champ ravagé, Ibrahim Traoré a arraché une tige cassée, l'a levée face aux caméras et a déclaré: Cet arbre est parti, mais un autre va lever. La scène a bouleversé le récit dominant. Loin de représenter un échec, elle a cristallisé une idée simple: la souveraineté ne se construit pas sur une saison, mais sur une persistance. À partir de là, les actions se sont enchaînées plus vite. De nouvelles variétés résistantes ont été introduites. Les jeunes ont renforcé les réseaux de fossés. Les coopératives ont multiplié les produits dérivés. Le projet n'était plus un simple programme agricole. Il était devenu un combat commun. Les premiers mois du projet ont offert un terrain idéal pour évaluer froidement ce qui relevait de l'élan symbolique et ce qui reposait sur des résultats mesurables. Car si l'initiative d'Ibrahim Traoré a suscité enthousiasme et scepticisme, son véritable test se trouvait dans la capacité du pays à traduire une idée audacieuse en chiffres concrets. Les agronomes locaux ont donc cartographié les zones pilotes, compilé les observations et comparé les données avant et après les premières adaptations agricoles. Le premier indicateur majeur a été le taux de survie initial de 20% constaté dans plusieurs parcelles, un pourcentage faible en apparence mais inédit dans un environnement aussi hostile. Ce chiffre signifiait que même un sol réputé stérile restait partiellement exploitable avec des efforts ciblés. Il renversait l'hypothèse dominante selon laquelle aucun bananier ne pourrait résister plus de quelques jours au Sahel. Dans les villages, ce 20% a été interprété comme une preuve que la lutte contre la sécheresse n'était pas entièrement perdue. Le second indicateur a émergé après l'introduction de l'irrigation solaire dans certaines zones expérimentales. Grâce à cette innovation, les agronomes ont observé un taux de survie atteignant 60% dans les parcelles les mieux irriguées, un bond spectaculaire par rapport au départ. Ce résultat montrait qu'une technique simple pouvait modifier profondément la viabilité agricole du terrain. À lui seul, ce chiffre a redéfini l'idée même de difficulté insurmontable. Si 60% survivent quelque part, cela signifie que la marge de progression nationale n'est pas théorique, mais réelle. Le troisième indicateur clé s'est manifesté dans les régions où les bananiers ont été complétés par des cultures secondaires: haricots, arachides, légumes. En compilant les données, les coopératives ont noté une augmentation de 30% des récoltes locales au bout de quelques mois. Cette hausse suggérait que l'introduction des bananiers créait un microclimat favorable aux autres plantations. L'effet combiné a eu un impact direct sur le quotidien. Plus de produits locaux disponibles, davantage de variétés alimentaires et un recul progressif des prix dans les marchés régionaux. Ces trois chiffres, bien que modestes au regard de l'ambition initiale, ont constitué un tournant. Ils validaient l'idée que le projet n'était pas seulement un symbole ou un acte politique, mais une expérience mesurable, ajustable et reproductible. Les villages, encouragés par ces résultats, ont renforcé leur engagement. Les coopératives féminines ont augmenté leur production de farine et de chips de banane. Les jeunes ont agrandi les fossés d'irrigation. Dans certaines écoles, les cours d'agriculture ont intégré l'analyse de ces données pour ancrer le projet dans une culture de suivi et de compréhension scientifique. Ces preuves chiffrées ont également modifié la perception internationale. Si certains médias continuaient de railler l'initiative, d'autres commençaient à y voir un exemple de résilience locale et d'adaptation progressive. Le discours basculait lentement. Ce qui avait été qualifié de chimère agricole était désormais présenté, dans certains cercles, comme un laboratoire grandeur nature de lutte contre la sécheresse. Au Burkina Faso, ces résultats ont nourri un sentiment d'espoir prudent. Les chiffres n'étaient pas triomphants, mais ils étaient suffisamment robustes pour indiquer une trajectoire. Et cette trajectoire, même fragile,
suffisait à modifier les attentes d'un pays longtemps habitué à l'échec annoncé. Les critiques du projet ont toujours reposé sur deux arguments apparemment solides, souvent répétés dans les milieux agricoles et géopolitiques. Le premier affirme que le Sahel, avec ses sols appauvris, sa sécheresse structurelle et ses vents abrasifs, constitue un environnement intrinsèquement incompatible avec une culture aussi exigeante que le bananier. Selon cette ligne de pensée, aucune technique, même modernisée, ne permettrait d'inverser une réalité climatique aussi implacable. Le second argument avance que le Burkina Faso risque d'aggraver sa fragilité économique en s'engageant dans un projet aux besoins logistiques immenses: irrigation, infrastructure, formation, énergie. Pour ses détracteurs, le pays court le risque d'épuiser ses forces dans une aventure qui pourrait se solder par une dépendance accrue plutôt que par une libération. Face à ces deux positions, une réponse nuancée et fondée sur les observations déjà recueillies permet de dépasser le débat idéologique. Les premiers résultats, notamment les taux de survie de 20% puis de 60% dans les zones équipées d'irrigation solaire, ne contredisent pas l'hostilité du climat, mais montrent que celui-ci n'empêche pas l'émergence d'espaces agricoles viables lorsque des adaptations locales sont apportées. Autrement dit, l'incompatibilité n'est pas totale, elle est modulable. Ce même constat vaut pour la question des coûts. Les coopératives féminines, en transformant les bananes en farine et en chips, ont généré une première dynamique économique, encore modeste mais réelle, qui démontre que l'investissement ne produit pas uniquement des dépenses, mais aussi des circuits de valeur internes. Ces données ne suffisent pas à prouver que le projet aboutira, mais elles montrent qu'il n'est ni absurde ni voué à l'échec systématique. La véritable question n'est donc pas: le Sahel peut-il accueillir des bananiers? Mais plutôt: jusqu'où un pays peut-il transformer ses contraintes lorsqu'il mobilise ses forces internes? En ce sens, le projet porté par Ibrahim Traoré invite non pas à l'optimisme naïf, mais à une lecture rigoureuse où chaque avancée, même fragile, constitue un élément de réponse dans une équation longtemps considérée comme immuable. Un détail a tout renversé. Lors d'une visite dans un champ ravagé par la chaleur, alors que les critiques redoublaient et que certains médias étrangers déclaraient déjà l'expérience mortenée, Ibrahim Traoré a saisi une tige de bananier brisée, l'a levée face aux caméras et a prononcé une phrase devenue emblématique: cet arbre est parti, mais un autre va lever. Le geste, sa simplicité presque brute, a opéré un basculement inattendu dans la perception du projet. Là où beaucoup voyaient un symbole d'échec, les habitants ont perçu un appel à la persistance. En quelques jours, des villages entiers ont recommencé à creuser, à replanter, à réorganiser leurs petites parcelles. Dans les marchés, on évoquait ce moment comme une preuve que la souveraineté ne se construisait pas sur des victoires immédiates, mais sur une endurance acceptée. Ce Midpoint Reveal n'a pas seulement ravivé l'élan populaire, il a réorienté la question centrale. Le débat ne portait plus sur la survie d'un plant isolé, mais sur la capacité collective à recommencer encore et encore jusqu'à faire émerger un modèle viable dans un environnement réputé impossible. Les conséquences du projet ont commencé à se manifester bien avant que les bananiers ne produisent leur premier régime, car ce que l'initiative portée par Ibrahim Traoré a déclenché dépasse largement le domaine agricole. Elle a modifié des comportements, bousculé des habitudes et ouvert des pistes d'autonomie que beaucoup pensaient inaccessibles. Ces effets se sont révélés progressivement, à travers 4 dynamiques distinctes. Au niveau national, la première transformation s'est observée dans la perception collective du possible. Dans un pays longtemps enfermé dans la dépendance alimentaire et les crises successives, le simple fait de constater des taux de survie, même partiels, a créé un nouvel imaginaire.
Les discours fatalistes se sont atténués, remplacés par une logique d'expérimentation. Les administrations locales ont réorganisé certaines priorités, en encourageant la formation agricole de proximité et en facilitant l'accès aux petites infrastructures hydrauliques. Même si les résultats restent fragiles, le pays a découvert un levier qu'il croyait perdu, la capacité de transformer une contrainte structurelle en terrain d'essai national. Au niveau économique local, dans les marchés et les coopératives, les retombées ont été beaucoup plus rapides que prévu. La production de farine et de chips de banane, encore les limitée, a créé une microéconomie nouvelle portée principalement par des femmes. Les revenus, même modestes, ont permis à certaines familles de stabiliser leur alimentation ou d'investir dans des outils simples. Les commerçants ont observé une légère baisse des prix dans certaines zones où les cultures secondaires, haricots, arachides, légumes, se sont améliorées grâce à l'effet microclimatique des bananiers. Le projet a donc introduit une dynamique économique de proximité, déclenchant une circulation d'argent inattendue dans des régions souvent négligées par les investissements traditionnels. Au niveau social, les effets sociaux ont été parmi les plus visibles. Dans les villages, les habitants ont retrouvé un sentiment de participation directe aux décisions qui touchent leur existence quotidienne. Les brigades de jeunes et les groupes de femmes, en travaillant sur les fossés, l'ombrage ou les filets anti-sable, ont renforcé leur cohésion. Cette mobilisation a eu un impact psychologique puissant. L'idée que chacun, même avec des moyens minimes, pouvait contribuer à un projet national. Pour de nombreux Burkinabés, planter ou protéger un bananier n'était plus un geste technique, mais un acte symbolique de dignité retrouvée. Au niveau régional et international, sur la scène régionale, l'expérience burkinabé a commencé à attirer l'attention de pays voisins, eux aussi confrontés à la sécheresse et à la dépendance alimentaire. Les résultats partiels, notamment les 20% et 60% de survie selon les zones, ont été analysés comme des indicateurs d'adaptabilité. Certains observateurs africains y voient un laboratoire de souveraineté capable d'inspirer des initiatives similaires dans le Sahel. Paradoxalement, alors que certains médias occidentaux continuent de douter, les acteurs régionaux perçoivent dans le projet une tentative concrète de sortir des schémas imposés par les crises et les aides extérieures. Dans l'ensemble, les conséquences réelles ne se mesurent pas seulement en plan survivant, mais en trajectoires humaines, économiques et politiques qui se redessinent. Le projet a commencé comme une audace, mais il s'est transformé en mouvement. Et ce mouvement, même fragile, a déjà modifié la manière dont un peuple se perçoit face à son avenir. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le projet lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ouvre 3 trajectoires distinctes, chacune plausible selon l'évolution du climat, de la mobilisation et de la capacité d'adaptation des communautés. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à dessiner les contours des chemins possibles à partir des données déjà observées et des dynamiques sociales enclenchées. Dans cette projection, les résultats déjà enregistrés se stabilisent. Les zones bénéficiant de l'irrigation solaire maintiennent des taux de survie élevés, tandis que les régions plus exposées consolident progressivement leurs pratiques. Les coopératives féminines poursuivent leurs activités de transformation, générant un revenu complémentaire croissant. L'impact reste modeste à l'échelle nationale, mais suffisant pour réduire légèrement la dépendance alimentaire. Ce scénario suppose une persistance régulière des efforts et une mobilisation stable, sans bouleversement majeur. Si les techniques d'irrigation s'étendent, si les communautés renforcent leur système de fossés, et si les pratiques de plantation deviennent plus maîtrisées, le Burkina Faso pourrait franchir un palier symbolique. Les zones les plus favorables accélèrent leur rendement. Les cultures secondaires profitent davantage du microclimat créé par les bananiers.
Les coopératives féminines élargissent leur production. Dans ce contexte, le pays pourrait réduire de manière significative sa dépendance à l'aide alimentaire et la vision portée par Ibrahim Traoré gagnerait en légitimité. D'autres pays du Sahel commenceraient à reproduire certains dispositifs observés ici. Une succession de sécheresses ou une aggravation des vents pourrait compromettre une partie des efforts. Les taux de survie chuteraient dans les zones déjà fragiles et les communautés les plus exposées seraient forcées de limiter ou de suspendre leurs plantations. Les résultats économiques ralentiraient et une partie de la population deviendrait plus sceptique. Toutefois, même dans ce scénario, les pratiques acquises, irrigation de base, fossés, coopératives, resteraient des acquis structurels que le pays pourrait réutiliser dans des projets agricoles futurs. Quel que soit le scénario, une même recommandation émerge. Adopter une logique d'expérimentation continue où chaque réussite partielle devient un point d'appui et chaque échec un ajustement, plutôt qu'un verdict définitif, car l'avenir du projet dépend moins d'un miracle climatique que de la capacité collective à apprendre, corriger et persévérer. Alors que le projet évolue, il soulève une question plus large. Qu'est-ce qu'une telle initiative signifie pour celles et ceux qui la suivent, parfois de loin, parfois au cœur des villages concernés? Les répercussions symboliques, émotionnelles et pratiques touche différents publics, chacun avec ses propres attentes et inquiétudes. Trois groupes se distinguent, révélant la profondeur sociale d'une démarche qui dépasse le cadre agricole. Pour les habitants des zones rurales, chaque bananier planté est devenu une forme de déclaration personnelle. Ils y voient un choix de dignité, un geste qui affirme qu'ils ne sont pas condamnés à dépendre éternellement de l'aide alimentaire. Beaucoup expliquent que, pour la première fois depuis longtemps, ils participent à un projet qui ne leur est pas imposé, mais auquel ils contribuent activement, geste après geste. Dans les villes, auprès des fonctionnaires, des commerçants ou des enseignants, l'enthousiasme reste mêlé de prudence. Ils reconnaissent l'élan collectif, mais savent aussi que le Sahel ne se laisse pas facilement apprivoiser. Pour eux, l'enjeu est de comprendre si cette mobilisation pourra survivre aux saisons difficiles. Ils espèrent, sans s'illusionner, que la persévérance inspirée par Ibrahim Traoré pourra ouvrir un chemin nouveau, même imparfait. À l'étranger ou dans la diaspora, ce projet est perçu comme un test politique et identitaire. Beaucoup y voient la tentative d'un pays de reprendre la main sur son destin, malgré le scepticisme mondial. Pour eux, le Sahel n'est plus seulement une zone de crise, mais un espace d'initiative où un peuple tente de construire quelque chose de durable. À travers ces regards différents, une même question revient. Jusqu'où un acte collectif peut-il transformer l'idée qu'un peuple se fait de lui-même? Pour que l'élan initié ne se dissolve pas dans les difficultés attendues, le Burkina Faso doit transformer l'intuition collective en une stratégie structurée. Le projet, lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ne peut progresser que si chaque acteur, communauté, coopérative, école, autorité locale, sait clairement ce qu'il doit faire dans les mois à venir. Une feuille de route simple mais cohérente s'impose, articulée autour de quatre étapes essentielles. Dans cette étape, les agriculteurs locaux doivent être accompagnés dans les techniques de gestion de l'eau, d'ombrage et d'irrigation rudimentaire. Les écoles peuvent jouer un rôle central en intégrant des modules pratiques dans leur cursus. L'élément déterminant repose sur nombre de groupes formés et adoption réelle des méthodes. Dans cette étape, il s'agit de renforcer les fossés, les petites réserves d'eau et les barrières anti-sable. Les villages, souvent autonomes, peuvent coordonner leurs efforts avec les autorités locales. Selon les éléments observés, proportion des parcelles disposant d'un système de gestion de l'humidité. Dans cette étape, les coopératives féminines doivent étendre la production de farine et de chips de banane, déjà amorcées dans plusieurs zones. L'objectif est de créer des circuits économiques prévisibles,
selon les éléments observés, volume mensuel de produits transformés. Dans cette étape, une fois les premières données consolidées, chaque région doit ajuster ses techniques, variétés utilisées, densité des plants, méthode d'irrigation. L'enjeu est de créer un modèle reproductible, non imposé, mais issu des expériences locales. Selon les éléments observés, nombre de pratiques validées puis reproduites dans d'autres villages. Cette trajectoire, si elle est suivie avec constance, peut transformer une intuition symbolique en stratégie durable. Au terme de ces mois d'efforts, une image demeure gravée dans les esprits, celle du jeune plant fragile, celui que les femmes de Bobo Dioulasso avaient protégé avec des tissus recyclés, comme un geste obstiné contre la sécheresse. Ce petit bananier, frêle et incertain, est devenu bien plus qu'un simple arbre. Il incarne la ténacité d'un peuple qui refuse d'abandonner son propre avenir. Dans les villages, certains racontent qu'ils repensent souvent à la scène où Ibrahim Traoré, tenant une tige cassée, affirmait qu'un nouvel arbre finirait par lever. Cette phrase